Bonjour, bienvenue dans 101%. Aujourd'hui la critique de jeu c'est All Zombies Must Die. Temps perdu, Retro and Magic, mais on commence avec les news. Je ne sais pas pourquoi en 2012 je me lève sur mes pieds, je l'ai fait déjà dans le dernier 101%. Alors je vais essayer d'éviter de me lever sur mes... Ça c'est un tic que Thierry t'a filé. Ah c'est Thierry il fait ça? Ah bon, d'accord. Mais lui il fait pas 1m60. Je comprends moi, mais lui, bon d'accord. À quelques semaines de la sortie de Soul Calibur 5, Namco continue la promotion de son jeu de combat avec cette toute nouvelle vidéo. Le dernier trailer en date nous présente une petite poignée de personnages, nouveaux comme anciens. Parmi les nouveaux, on peut apercevoir Shiba, combattant maniant le bâton. Ce dernier serait d'ailleurs à la recherche de Kali Yuga, le bâton sacré que portait Kilik dans les précédents volets. Mais les habitués de la série reconnaîtront surtout Cervantes, le pirate qu'on ne présente plus, ainsi que Yoshimitsu, le robot ninja issu de Tekken. Soul Calibur 5 est toujours prévu pour le 3 février prochain, et on profite de cette news pour vous annoncer que ce jeu fera partie du line-up du tournoi EVO 2012, aux côtés de Street Fighter Cross Tekken, Ultimate Marvel vs Capcom 3, KOF 13, Mortal Kombat 9 et Street 4 version 2012. The Malfested must die! En ce début d'année 2012, Blizzard a fait plusieurs annonces concernant ses licences phares. Il est incontestable que World of Warcraft a régné en maître pendant des années dans les terres du MMORPG, mais lassitude des joueurs et apparition de la concurrence oblige, le nombre d'utilisateurs baisse de façon lente mais certaine. En réaction à ce phénomène, Blizzard s'est lancé dans une série de baisses de prix. Après avoir annoncé la gratuité de son jeu jusqu'au niveau 20, ce sont les extensions qui voient leur prix chuter de plusieurs euros. Wrath of the Lich King passe ainsi de 35 à 20 euros, tandis que Cataclysm est désormais vendu à 30. StarCraft 2 bénéficie aussi d'une baisse de prix. Le RTS le plus populaire du moment est ainsi soldé de 20 euros. Son prix d'achat passe donc de 60 à 40 euros. Enfin, les rumeurs autour d'une version console de Diablo 3 ont repris de plus belle, après la diffusion d'un tweet de Bashiok, le community manager de Blizzard. Ce tweet indiquait clairement que Josh Mokaira avait été nommé lead designer du projet Diablo console et ne laissait aucun doute sur le développement du soft sur Xbox 360 et PS3. Suite à toute l'effervescence qu'il y a eu après ce simple tweet, Bashiok a fait machine arrière en affirmant que son message n'avait rien d'une annonce officielle et que Blizzard se concentrait en priorité sur les versions Mac et PC. Une déclaration un peu trop prématurée ? Voici maintenant le dernier trailer en date du prochain SSX prévu sur console HD. Et si jusqu'à maintenant EA ne faisait que nous teaser avec des trailers sexy montés sur fond de musique bien galvanisante, c'est bel et bien du gameplay footage que l'on nous propose ici. L'occasion pour nous de constater qu'à première vue ce titre en a réellement dans le ventre. Très attendu par une large communauté de joueurs, SSX devrait faire l'objet d'un reportage et même d'une critique dans les semaines à venir. Avant de passer à la critique de jeu, je voulais profiter de ce 101% pour revenir sur la disparition de Jiré Lolé sur vos tombes, sur la chaîne No Life, et puis même sur internet, ou enfin un peu partout, puisque on a arrêté Jiré Lolé sur vos tombes. Pourquoi je reviens dessus? Parce que j'ai reçu plein de mails ou de messages sur mon blog où les gens me prennent à partie, pas méchamment, mais c'est un peu virulent, et on me dit oui, alors vous arrêtez l'émission comme ça, enfin les gens se sentent lésés. Alors quand quelque chose s'arrête, qu'on se sente lésé, je le comprends, mais on sous-entend que c'est malhonnête ou des choses comme ça. Alors avant tout, je voudrais revenir à un truc, c'est que pendant des années et des années, à la télévision française, des émissions s'arrêtaient du jour au lendemain sans que rien ni personne n'annonce que c'était la dernière émission, et tout le monde s'en foutait royalement. Alors peut-être que des gens n'étaient pas contents dans leur coin, mais bon, ils regardaient la télé, il n'y avait plus le programme, et ils disaient « Ah bah, il n'y a plus le programme. » Point barre. Alors depuis quelques années, depuis Canal avait fait, je ne me rappelle plus le nom de l'émission, c'est plus ou un truc comme ça. C'est en clair, non? En clair, plus clair. Plus clair, oui. Plus clair. Où on commençait à revenir sur le PAF, sur la télévision elle-même, la télévision qui regarde la télévision, ce qui est quand même une mise en abîme, avec maintenant Direct 8, avec Morandini, des choses comme ça, on parle de la télévision. Et donc quand une émission s'arrête, parfois, quand un animateur change, etc., on va en parler en télé. Mais, ça, normalement, ça ne se fait pas de dire qu'on arrête une émission. Pourquoi, Alex?
Parce que, en fait, annoncer l'arrêt d'une émission à l'antenne, je parle sur l'antenne de l'émission, hein, Oui. pas dans d'autres magazines autour. Par exemple, une émission Mais, qui est sur France 2, ce qui s'arrête. Une émission qui on est le sur dit pas. France 2, France 3 ou TF1 ou France 4, n'importe laquelle. Ouais. Si à la fin de l'émission, l'animateur dit voilà, c'est terminé, ça envoie un signal négatif. Bien sûr. En tout cas, dans la logique de la télé traditionnelle, Bien sûr. c'est pas notre avis à nous, hein, mais Ouais. c'est comme ça que c'est ressenti. Et c'est pas bien d'envoyer un message négatif. Il vaut mieux, au lieu de dire aux spectateurs ah les trucs s'arrêtent, vaut mieux mettre en avant les nouveautés. Donc à la rentrée, ils vont parler. Pas de l'émission qui s'arrête, mais de l'émission qui va remplacer l'émission Voilà. qui s'arrête. Et même pire, quand les animateurs changent, c'est rare qu'ils aient un mot pour dire ce que fait l'autre. Bien sûr. Peut-être un tout petit mot aux gens, je remercie pour ce qu'il a fait, mais pas pour dire ah bah il commence une autre émission sur une autre chaîne. Alors, avec No Life, le truc, c'est que le public a été habitué à quelque chose qui n'existe pas en télévision habituellement, quelque chose qui existe un peu plus sur Internet, avec les blogs, avec les choses comme ça, et qui n'existe que sur No Life quasiment, c'est que lorsqu'une émission s'arrête, on le dit, on explique pourquoi elle s'arrête, Et même mieux, quand elle part sur une autre chaîne, on le dit aussi. comme Road Strip, Je me souviens par de Road exemple, Strip. parti sur Gong, Ouais. voilà, et on avait annoncé même les horaires de diffusion sur l'autre chaîne, ce qui paraît un peu bizarre, mais on l'a fait. Et donc vous êtes habitué à ce genre de choses, mais finalement, comment dire, qu'on vous dise que l'émission s'arrête, déjà, En gros, ce que tu veux dire, c'est que vous avez l'honnêteté d'expliquer les véritables raisons pour lesquelles ça s'arrête, Oui. et on vous le reproche. c'est ça. Alors que vous auriez été faux cul, vous auriez dit oh bah l'émission s'arrête, oh on est triste. Eh bah, tout le monde aurait dit oh bah, voilà, ce serait bien mieux passé. Voilà. Donc Alors qu'on a finalement, fait une faut-il blague. être honnête? Je ne Oui. sais pas. Non, en plus on l'a fait avec une blague, parce que on fait toujours avec des blagues, on n'allait pas arrêter J'irai voler sur vos tombes, face caméra, et faire, voilà, vous venez de voir le dernier J'irai voler sur vos tombes, nous arrêtons l'émission. On a fait Voilà, une blague. mais vous avez accompagné ça aussi avec des messages sur vos blogs où vous sur le expliquez les blog, vraies etc., raisons. etc. Bon, bref, on va passer à la critique de jeu parce que ce plateau est déjà super long. On reviendra dessus après. Zombie, all zombie must die. Si 1968 ne vous évoque qu'un mouvement de révolte ayant eu lieu au mois de mai ou l'élection de Richard Nixon à la présidence des États-Unis, c'est que vous êtes soit quelqu'un d'extrêmement sérieux, soit que les films gore à l'extrême ne vous intéressent pas plus que ça. Dans les deux cas, sachez qu'en plus de ces deux événements que nous venons de citer, 1968 a également été marqué par la sortie de La Nuit des Morts Vivants, le premier long métrage de George Romero, mais aussi le premier film à inclure des zombies mangeurs de cerveau. Si le réalisateur n'a pas l'honneur d'avoir inventé le mythe des zombies, c'est indéniablement son film qui les a définis dans leur version moderne. Depuis 1968, le zombie outbreak est devenu un genre à part entière, et comme dans tous les genres populaires, il y a d'un côté les films qui se prennent au sérieux et de l'autre leurs parodies. Eh bien, dans les jeux vidéo, c'est exactement la même chose. On a d'une part les Resident Evil, Left 4 Dead et autres Dead Island, et d'autre part les plus détendus Dead Rising, Plants vs Zombies et Burn Zombie Burn. Le jeu que nous allons critiquer aujourd'hui, vous l'aurez deviné, appartient à la deuxième catégorie. All Zombies Must Die fait totalement dans le second degré, et cela se ressent non seulement au niveau de son titre, de son design cartoon, mais aussi de ses répliques et de son scénario. Enfin, scénario... Ici, pas de cinématique d'introduction ou de remise en contexte, le jeu va droit au but dès les premières secondes, en vous catapultant dans une place remplie de zombies. Vous contrôlez Jack, un héros téméraire qui n'a pas l'air d'être plus choqué que ça d'être entouré de morts-vivants cannibales. D'ailleurs, à la vue du premier zombie, plutôt que de céder à la panique comme le ferait n'importe quel humain normalement constitué, Jack lâchera un simple « Un zombie! Super !» avant de s'en débarrasser nonchalamment à coups de poing. All Zombies Must Die prend évidemment place au cours d'une invasion zombie dont l'épicentre est la ville où vous vous trouvez. Votre première mission sera bien sûr de trouver un moyen de quitter la ville et selon Jack, votre salut se trouve à l'extrémité de Dead Hill, sur l'unique pont qui relie la cité au reste du monde. Bien entendu, le pont est coupé et vous serez forcé de vous barricader dans un bâtiment en attendant l'arrivée d'éventuels secours. Le commissariat vous fera office de base centrale, mais avant cela, il vous faudra nettoyer la zone de tous les zombies qui l'ont envahi, ces derniers sortant de terre de façon aléatoire comme dans Ghosts 'n Goblins. Vous croiserez vite la route de Rachel, votre ex-petite amie, qui s'est enfermée dans le commissariat, refusant de vous ouvrir les portes tant que la zone n'est pas sécurisée. Les 20 premières minutes serviront donc de didacticiel, au cours duquel vous apprendrez les bases d'un game system complet mais classique.
Avec un titre aussi évocateur, difficile d'induire le joueur en erreur. Dans All Zombies Must Die, vous passerez le plus clair de votre temps à tuer du zombie à la chaîne, et les moyens de vous débarrasser de ces encombrants envahisseurs ne manqueront pas. Les habitants de la ville ont quasiment tous été décimés, mais cela ne veut pas dire que ces derniers sont partis sans combattre. La ville dévastée regorge d'armes en tout genre, allant de la batte de cricket au plus commun fusil à pompe, en passant par la toujours aussi jouissive tronçonneuse, indémodable. Tout comme dans Burn Zombie Burn, développé par le même studio, on se déplace avec le joystick droit, on pivote avec le stick gauche et on tire avec la gâchette droite. Les armes ont bien entendu des attributs qui leur sont propres. La batte peut se charger pour devenir plus puissante, le fusil à pompe tire fort mais a une cadence de tir peu élevée, les Uzi au contraire tirent des grandes rafales de balles mais ne font pas énormément de dégâts. Au cours de l'aventure, Jack et sa petite amie pourront faire l'acquisition de nouvelles armes ou améliorer celles qu'ils possèdent déjà grâce à l'atelier dont ils disposent. Cela ne sera pas chose facile car pour trouver des composants, il leur faudra s'enfoncer de plus en plus profondément dans la ville. Une fois nettoyé, le commissariat deviendra votre QG autour duquel s'étend la carte de la ville. Il faut savoir qu'avant de se faire submerger par l'épidémie zombie, l'armée a tenté tant bien que mal de contenir l'infection en divisant la ville par quartier. Chaque zone est ainsi délimitée par des portes qui sont loin d'être anodines. Jack découvrira en effet que celles-ci ne sont pas de simples barrières, mais des points de passage obligatoires pour sa progression. Les portes sont en effet dotées d'une personnalité et douées de paroles, et surtout, elles ont la manie de lui donner systématiquement des quêtes avant d'accepter de s'ouvrir. S'il veut passer d'une zone à l'autre, Jack sera dans l'obligation de leur obéir, sous peine de ne pas pouvoir continuer sa route. Ces quêtes sont la plupart du temps aléatoires et vous chargeront soit d'aller chercher un objet, d'accomplir telle action, ou alors de tuer un certain nombre de zombies spéciaux. Des objectifs pas forcément originaux mais qui vous donneront du fil à retordre. Car si All Zombies Must Die commence doucement, la suite n'échappe pas à la règle du « un zombie ça va, c'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes ». La difficulté se corsera assez vite, mais parallèlement, nos héros gagneront en puissance. Nous avons d'ailleurs évoqué la possibilité d'améliorer son équipement. Pour upgrader vos armes, il vous faudra dans un premier temps récupérer des manuels qui vous indiqueront quelle est la recette à accomplir pour créer un objet, exactement comme dans Dead Rising 2. Suite à cela, vous pourrez faire votre petit mélange en utilisant l'atelier du commissariat. Par exemple, en fusionnant un briquet avec un PM, on obtient un PM infernal, une arme plus puissante qui a le pouvoir de brûler les ennemis. Le jeu comporte aussi une petite touche RPG avec des héros personnalisables. En gagnant de l'expérience, vous pourrez au choix augmenter l'attaque, la défense, la santé ou la vitesse de vos personnages. Plus classique, une barre de combo est visible en bas à gauche. Les lettres A, Z, M et D se coloreront en fonction de vos killstreaks et votre personnage entrera dans une rage berserk si vous parvenez à remplir la barre à fond. En fouillant dans les niveaux, vous pourrez aussi trouver des objets et des buffs temporaires qui s'avéreront être d'une grande aide lorsque vous serez submergé. Double XP, double dégâts, bouclier, autant de bonus qui seront les bienvenus, car dans All Zombies Must Die, la mort peut très vite arriver. Attendez-vous à trépasser plus d'une fois, surtout si vous décidez de faire l'aventure avec vos amis. All Zombies Must Die est en effet jouable jusqu'à 4 pour que la tuerie se fasse dans le désordre le plus total. Difficile de se faire un avis arrêté sur ce petit jeu édité par Square Enix, car il faut avouer que son concept n'est pas franchement original. Avant son arrivée sur les plateformes de téléchargement, d'autres titres ont déjà fait dans le massacre de zombies, parfois de manière plus convaincante. On pense tout de suite à des jeux comme Dead Nation, qui fait figure de référence dans le style destruction de morts-vivants en coop, ou même Zombie Apocalypse et sa suite Never Die Alone, sortie en 2009 et 2011. Pour autant, All Zombies Must Die a beau souffrir de la comparaison avec ses grands frères, il n'en reste pas moins bourré d'humour et de petites idées intéressantes. On notera en particulier le ton décalé que les développeurs ont su donner à leur jeu, à grand renfort de blagues graveleuses et de répliques aussi drôles qu'absurdes. Jack, à la manière de Deadpool, n'hésitera pas à briser le 4e mur en martelant à sa copine qu'ils sont dans un jeu vidéo. De même, les références aux films de Romero, aux jeux de la concurrence ou encore à des décors réels foisonnent, ce qui est un vrai régal pour les amateurs d'Easter eggs. Notons aussi le système de création d'armes, qui aura au moins le mérite de vous pousser à explorer les moindres recoins de Dead Hill, pour peu que vous soyez collectionneur. Enfin, le mode multijoueur est, comme nous l'avons évoqué, un gros fouillis, mais un fouillis agréable. On déplore un manque de lisibilité et une difficulté plutôt élevée à 4 joueurs, mais il reste fun et vous promet de bons moments de rigolade, entre coups en traître et moments épiques.
Pourtant, aussi surprenant que cela puisse paraître, il n'est pas possible de jouer en ligne. C'est dommage, on aurait facilement imaginé la possibilité de rejoindre des parties en drop-in, drop-out, ce qui aurait été un plus considérable pour le soft. Le plus gros défaut du jeu reste cependant la redondance et le manque d'originalité de ses quêtes. C'est bien simple, qu'importe ce que vous demanderont les portes, il sera de toute manière question d'utiliser vos armes. Sur ce point, on n'accusera pas le jeu de porter un nom trompeur, certes, mais il n'empêche qu'un minimum de variété aurait été bienvenu. Au final, All Zombies Must Die, malgré ses défauts, vaut bien sa petite dizaine d'euros. On préférera toutefois le réserver à de courtes sessions de jeu entre amis, puisque c'est dans ces moments-là qu'il prend toute son ampleur. Donc sur mon blog ou par mail, je ne sais plus, je reçois un message de quelqu'un qui nous suit depuis très longtemps et qui me dit très gentiment, il dit mais en arrêtant J'irai le lait sur vos tombes, qui est à mon goût une émission mieux que le Golden Show, soit, et il me dit vous oubliez les fans de la première heure parce que vous voulez toucher plus de public avec cette émission. Mais si c'était vraiment un fan de la première heure, au contraire, il serait content que vous reveniez à vos racines, parce que vos racines, c'est les sketchs, pas le talk show. Ben, c'est ce que j'ai répondu. Déjà, à la base, moi, j'ai l'impression de m'être fourvoyé avec J'irai le lait sur vos tombes. Alors, qu'on ait fait découvrir des gens, qu'on ait passé des bons moments, etc., machin, ça, il y a aucun souci. J'étais très content de rencontrer Alexandre Astier, de rencontrer Katsuni, de rencontrer... enfin, tous ces gens qu'on a rencontrés, on s'est fait plein d'amis, d'ailleurs, qui sont venus même dans le Golden Show après. Mais, c'était pas... Moi, je me sentais pas à l'aise dans ce rôle-là. Poulpe, peut-être, hein, là, je parle que pour moi. Moi, je me sentais pas à l'aise en tant que journaliste, parce qu'on faisait des choses, par exemple, ben, on n'était pas beaucoup pour cette émission, et il fallait qu'on aille contacter les attachés de presse, qu'on aille voir les films, etc., qu'on fasse tout un travail de journalisme qu'on n'est pas censé faire, enfin, qu'on n'est pas doué pour faire, et puis voilà. Nous, ce qu'on aime, c'est faire rire. Et finalement, quand on a fait dès le premier Golden Show, les vues, etc., le retour du public a été énorme par rapport à J'irai le lait. J'irai le lait, c'est 2 ans et demi d'émission à 10 000 vues. 10, 11 000 vues sur Internet avec, selon les invités... Il y a plein de blogueurs qui seraient déjà contents hein, avec... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que normalement, une émission, si elle marche, elle augmente le nombre de vues. Le truc, c'est que J'irai le lait, c'était très bien, mais c'est une niche. C'était une niche, une très jolie niche, on va dire, voilà. Mais alors je me fais un peu l'avocat du diable, mais ça touche aussi d'autres personnes qui vont pas forcément le voir sur, oui, sur aussi Internet, et puis qui peuvent le voir sur No Life, et qui apprécient aussi de le voir à la télé. Mais, on n'avait quasiment aucun retour avec J'irai le lait sur vos tombes. C'était très bien, etc. Mais, nous, au bout d'un moment, on commençait à se dire, bah, on tourne en rond. C'est pour ça qu'on avait fait plein d'émissions un peu spéciales. C'est pour ça que la formule de J'irai le lait sur vos tombes, tous les 6 mois, elle changeait, voire même toutes les émissions, il y avait une rubrique, on enlevait un truc, etc., etc., machin. Et quand on a eu l'idée du Golden Show, on s'est dit, allez, on le fait. Et dès la première émission, que ce soit pour notre plaisir personnel, ou que ce soit pour le plaisir du public, et les vues en augmentation, même les professionnels qui ont vu l'émission, etc., machin, on s'est dit, ah, on s'est pas trompé. En fait, c'est ça qu'on faisait avant. On a pris de l'XP en faisant J'irai le lait sur vos tombes, en faisant Nerds, en faisant plein d'autres choses à côté. On a pris de l'XP. Et là, le Golden Show, c'est ce qu'on rêvait de faire il y a 10 ans, qu'on pouvait pas faire et qu'on savait pas qu'on pouvait pas faire. Et là, aujourd'hui, grâce à François Descraques, grâce à Rémi, Clément, qui ont pris de l'XP aussi, on et peut un producteur également, Ankama, qui produit. Et Ankama qui nous aide, qui produit ça. Et qui accepte qu'on arrête J'irai le lait sur vos tombes pour qu'on le fasse. Parce que j'ai entendu des gens qui disaient aussi, ah, il y a une pression, des gens vous ont fait arrêter. Non, 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 non. Même on nous demandait, on disait, mais si, il faut continuer à le faire. Et ça. Juste nous, vu qu'on pouvait le faire, vu qu'on pouvait arrêter J'irai le lait et continuer le Golden Show tout en continuant à pouvoir vivre, on a décidé de le faire pour faire un Golden Show meilleur et puis pouvoir dormir la nuit, par exemple aussi, parce que vous oubliez les fans de la première heure, peut-être un peu, mais à un moment, il y a le rythme. Enfin, il y a un rythme qu'on ne peut plus tenir.
Moi, je suis vieux maintenant, hein, je viens fatigué un petit peu. Hein. Non, mais à un moment, il faut se dire, j'ai envie de faire les choses bien, j'ai envie de choisir, segmenter. Et le Golden Show. Il faut faire attention. Cette phrase, elle est pernicieuse. Quand on te reproche d'oublier les fans de la première heure, c'est quelque part, c'est te demander de faire du fan service. C'est pas forcément la bonne démarche. C'est bien de se mettre en danger, de faire des nouvelles choses, et c'est pas forcément renier vos fans, enfin les gens qui suivaient, que d'en proposer des nouvelles choses. Nous, avant, une case en moins, le concept d'une case en moins, qui était différent de la plupart des films amateurs, sans vouloir attaquer Monsieur Pilot et ses bitomanes jusqu'à 13. T'as le droit d'être différent sans attaquer... non, mais c'est juste que nous, notre principe, c'était, à chaque fois qu'on présentait un film, de faire un nouveau concept. Pas faire de suite. Ce qui est absurde, puisqu'après, on a fait... Il y en a quelques-unes, hein. Resident Kitsch... 1 et 2, parce que j'étais très malheureux de Resident Kitsch 1, parce que le concept était bien, mais alors la réa et tout, j'ai dit, non, on va refaire un 2, parce que là, on fera le truc un peu mieux, on aura des costumes et tout, voilà. C'est juste, il y a eu un 1 et un 2, mais sinon, à chaque fois, on essayait de changer un peu le concept. Voilà, pour pas faire de suite. Après, avec Nerds, on est un petit peu revenu sur notre truc, et on a fait 4 saisons de Nerds. Mais l'idée, c'était de pas se parodier soi-même, et toujours arrêter avant que le public en ait marre, au moment où nous, on en a marre. Voilà. Alors je dis pas, je dirais Lolé, j'aurais bien fait encore quelques émissions, etc. J'aurais peut-être rencontré encore des stars ou des réalisateurs que j'ai pas pu rencontrer, ou des choses comme ça que j'aurais aimé rencontrer et interviewer. Mais c'était le moment, jusqu'à maintenant dans ma carrière, je pense m'être pas trop planté. Et je sens quand il y a quelque chose, je me dis, faut passer à autre chose. Et passer à autre chose, c'est, comme dit Alex, c'est pas mal. C'est éviter de trop se parodier soi-même, quoi. Et donc, ben voilà, le Golden Show, pour nous, c'est notre nouveau bébé. Et moi, je l'aime beaucoup et j'ai envie de faire plein d'émissions avec le Golden Show. Mais on va regarder Temps perdu, parce que là, justement, le temps, on le perd. Hein, grave. Bonjour, il y a quelques semaines, c'était Noël, l'anniversaire de la petite, celui de sa mère et de votre belle-mère, sans parler du premier de l'an et l'anniversaire de 3 de vos amis. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps perdu. Ça y est, on y est, c'est 2012. Faut dire qu'on l'aura attendu longtemps celle-là. Non seulement parce que 2011, faut bien l'avouer, on en avait un peu notre claque, et aussi surtout parce que si l'on en croit plein de gens morts depuis longtemps, 2012 sera notre dernière année, comme l'avait annoncé un jour la maman d'un de mes amis à sa gentille chienne vieillissante. Que voulez-vous, on a tous nos traumatismes. Quoi qu'il en soit, entre des Mayas qui finalement n'ont pas dit grand-chose et un Nostradamus à qui l'on fait dire plein de trucs, demain, enfin dans quelques mois, c'est la fin du monde. Sans oublier les diverses élections, mais bon. Alors pour s'y préparer, voici quelques axes possibles de fin du monde. Bon, déjà, il y a le syndrome planète des singes. Oui, les singes vont devenir trop malins et nous rabaisser notre caquet parce qu'après tout, eux, ils ont des poils. Nous aussi, me direz-vous, mais moins. Et ils seront tellement malins qu'ils auront un canon à clones avec lequel, ils se cloneront et ainsi ils pourront attraper des tasses de café au lait avec une étoile dessus. Trop fun! Mais puisque le singe descendra de l'homme, forcément, il sera parfois un peu bête et égocentrique, et donc il n'hésitera pas à sacrifier ses semblables pour atteindre la tasse décrite un peu plus tôt. Sinon, il se pourrait bien qu'un nouveau prophète débarque dans ce quartier de la galaxie. Cela aurait d'ailleurs au moins le mérite de mettre tout le monde d'accord, vu qu'on pourrait enfin obtenir des réponses à des questions existentielles, comme par exemple, peut-on rire de vous et tant qu'à faire avec vous? Y a-t-il des vierges au paradis, mais alors avec ou sans capote? Peut-on aider les gens à croire en vous avec des explosifs? Les rues sont-elles mixtes dans les cieux? Ou est-ce bien sérieux la réincarnation dans une poule si on doit se faire becqueter quelques jours après par nos petits-enfants? Bref, plein de trucs cool. Après, il faudra que le prophète, il ait un truc bien à lui, qu'il fasse des trucs cool pour qu'on soit bien sûr de sa divine provenance. Il pourrait par exemple bouger des formes 3D géométriques pour atteindre la porte des toilettes ou celle de la sortie. Je sais pas trop. Comme ça, on pourra lui dire « Ouais mec, t'es trop ouvert du top. T'as pas une PS5 ou une Xbox 1080 sous la main aussi ?» Et là, ça sera l'apocalypse, parce qu'il faut quand même pas déconner. Sinon, il y a la fin du monde version nature aussi. Mais plus fun que la fonte des glaces ou un congélateur géant, hein. Non, celle où Mère Nature décide que on est trop des enfants gâtés qui méritons même pas toute la place qu'elle nous a donnée. Alors elle va envoyer des forêts géantes nous envahir à coups d'écureuils magiques et de
d'autres trucs de chez Gaia Incorporated qui nous ratiboiseront les petons et feront pousser de l'herbe dans nos rues, quelle horreur. Alors bon, on pourra se défendre un peu vu que la forêt elle a besoin de mana pour faire tous ces trucs. Et pour ça, elle aura de très gros arbres à mana qu'elle dissimulera au milieu de ses bois pour les protéger, mais si on est balèze, on pourra y foutre le feu ou les abattre comme on le fait si bien depuis des années. Mais bon, à terme, de toute façon, on va tous y passer vu que, comme on nous dit si souvent, c'est bientôt la fin du monde. N'est-ce pas ? Après, enfin, ensuite, puis, et pour conclure, ça pourrait être aussi des monstres indescriptibles, des dieux anciens ou n'importe quoi d'autre avec des tentacules. D'ailleurs, depuis le temps qu'il attend, ça pourrait bien être 2012 que Cthulhu, excusez la prononciation, choisira pour faire son comeback dans notre monde. Parce qu'il faut le comprendre, hein, là où il est, ça mouille, et quand ça mouille, on attrape froid. Du coup, on peut supposer qu'un de ces sbires commence les rituels indispensables à son retour. Mais bon, un sbire c'est fragile, ça tous les super vilains le savent, et donc il faudra que notre tête de poule ressuscité le défende bec et griffe contre tous les représentants de notre misérable race qui voudraient mettre fin à ces innommables agissements. Alors il prendra possession des corps de ses victimes et s'en servira contre les autres avec plus ou moins de bonheur ou de malheur, hein, ça dépend de quel côté on se place. Et ça, malgré tout, ça risque quand même de lui prendre un peu de temps. Ce qui tombe plutôt bien, vu qu'il faudrait quand même voir, ne pas oublier que, pour gagner plus, jouer plus. Donc Davy, là je me fais encore un peu l'avocat du diable, mais si j'ai bien suivi tout ce que t'as dit, je pense que des gens pourraient te reprocher très facilement d'arrêter J'irai Lolé juste pour faire plus de vues et pour vous faire plaisir à vous. Oui, et est-ce que tu vois quelque chose de mal là-dedans? Non, parce que finalement, arrêter une émission où on a moins envie de la faire pour faire une émission qu'on a plus envie de faire et on est plus motivé, là, à la base, il n'y a rien de mal là-dedans. Au contraire, on est honnête avec les gens, on dit bon, bah voilà, on a moins envie de faire ça, on a plus envie de faire ça. Et ensuite, faire plus de vues avec une émission, bah oui, bien sûr que j'ai envie de faire plus de vues, parce que quand tu fais une émission, tu as plaisir à la faire. S'il y a de plus en plus de gens qui la regardent et qui ont plaisir à la regarder, tu te dis ah bah c'est cool, je fais pas ça pour rien et j'avais raison et tu te fais autant plaisir à toi que tu fais plaisir aux gens et finalement tout va dans le même sens et c'est ce qu'on attend parce que on fait pas de la télé non plus juste pour ma mère, tu vois, qui en plus quand elle regarde nos émissions. Quelque chose de très important que les gens ont tendance à oublier quand on produit quelque chose, c'est la destination d'un public. C'est fait pour être vu. Et si on fait quelque chose qui n'est pas vu ou peu vu, ça n'a pas toujours beaucoup de sens. Ça n'a pas de sens. Et puis, le retour des gens aussi, c'est important. C'est un moteur énorme. C'est un moteur énorme. Tu vois, quand on fait du J'irai Lolé, on a quelques commentaires, voilà, genre, bien, le jeu, machin, tout ça. Mais finalement, on a très peu de retours. Et quand tu fais du sketch, alors, bien sûr, les trollol, voilà, il y a des retours comme ça, mais il y a des retours quand même, il y a plus de retours, plus de gens qui viennent nous voir, qui nous disent « Ah, j'ai aimé ça c'était moins bien, c'était machin, tout ça ». Il y a une émulsion autour de l'émission qui fait que, même si les gens nous insultent, il y a des gens derrière qui nous protègent, qui nous aident, machin, tout ça. Il y a un truc qui se passe, et nous, on a encore plus envie d'aller dans cette brèche-là et de continuer cette émission-là, parce qu'il se passe des choses autour. Et si on fait ça, c'est clairement pour qu'il se passe des choses, quoi. On fait pas une émission pour, comme je disais, pour que personne la regarde, ou peu de personnes, ou voilà, tout ça. On a envie de faire bouger des choses et de dire des choses. Et là, avec le Golden Show, même si on a l'impression qu'on dit que bite ou caca ou prout ou machin, il n'y a pas que ça. On fait passer des choses, et en plus en fiction. Et j'adore la fiction, et je préfère la fiction au journalisme. Vous l'avez vu avec Nerds, avec 4 saisons. Nerds était fini. On avait envie à nouveau de faire de la fiction, mais pas faire forcément de la série. Et là, on trouve notre compte, parce qu'on peut faire de l'humour, de l'absurde, avoir des guests, faire bouger les gens, et pas avoir de structure, être enfermé comme une série avec des personnages récurrents, et pas faire forcément du journalisme qui n'est pas notre premier emploi. D'accord. Et là, je pense qu'il y a plein de gens qui hallucinent parce que ceux qui te reprochent d'oublier les fans de la première heure, finalement, ils ne devraient pas être si nombreux et il doit y avoir 95% des gens derrière leur télé qui disent mais pourquoi ils se justifient, c'est très bien. Ah oui, non, bah oui, mais
Ah ouais, en fait, Tu répondais aux 5% de gens je répondais aux fans de la première heure qui m'ont engueulé, qui sont de la deuxième heure. de la deuxième heure. Voilà, tout ça qui m'ont engueulé, et donc voilà, donc j'emmerde tous les autres finalement. Donc on va regarder Retro and Magic. Sorti en 1993, le film Jurassic Park de Steven Spielberg, adapté du roman éponyme de Michael Crichton, a enflammé l'imagination de toute une génération. Pas étonnant que ce blockbuster ait suscité de multiples adaptations en jeux vidéo qui permettent aux joueurs de redécouvrir ces îles remplies de dinosaures. Nous allons commencer cette émission en parlant des versions sorties sur Mega Drive. Développé par Blue Sky Software pour le compte de Sega, le premier jeu Jurassic Park prend la forme d'un jeu de plateforme action, au graphisme fouillis et la maniabilité pas franchement évidente. Le joueur a le choix entre deux personnages. D'un côté, il pourra se glisser dans la chemise bleue légendaire du Dr Alan Grant, livré à lui-même dans les jungles d'Isla Nublar. Grant va devoir collecter diverses armes, à commencer par son pistolet à fléchette tranquillisante pour espérer survivre à la faune locale. L'autre mode de jeu place le joueur dans la peau d'un vélociraptor, ce qui est plutôt fun. Le vélociraptor n'a pas d'armes mais peut griffer, mordre et sauter plus haut et plus loin que Grant. Le jeu ayant rencontré un joli succès, Blue Sky rempile l'année suivante avec Jurassic Park Rampage Edition, un jeu basé sur le même principe mais dans de nouveaux environnements. Cette fois-ci, Grant et le Raptor doivent également faire face aux militaires venus exterminer les dinosaures du parc. La palette de mouvements a été étendue et Grant aura à sa disposition davantage d'armes. Sur Mega CD, Sega a choisi une approche totalement différente puisqu'il s'agit d'un jeu d'aventure en vue subjective. Le joueur explore différents environnements à 360 degrés afin de collecter tous les œufs de dinosaures. Le jeu comporte une limite de temps fixée à 12 heures qui s'écoule en temps réel. Le joueur devra aussi se défendre contre les dinosaures en utilisant le bon objet au bon moment. Cette version de Jurassic Park se double d'une dimension pédagogique puisque le jeu est parsemé de bornes que le joueur pourra consulter. Il y apprendra davantage au sujet des dinos de la bouche d'un vrai paléontologue, le docteur Robert T. Baker. Pour l'anecdote, Baker aura par la suite un petit rôle dans le film Le Monde Perdu où il se fait croquer par un T-Rex. En 1997 sort l'adaptation du Monde Perdu sur Mega Drive. Ce sera l'un des tout derniers jeux à sortir pour cette console, qui s'apprête à tirer sa révérence après 8 ans de bons et loyaux services. Le développement de ce nouveau jeu est confié à Appaloosa Interactive, le studio d'Ed Annunziata, créateur d'Echo le Dauphin. Le gameplay cette fois-ci en vue du dessus et se rapproche de Chaos Engine des Bitmap Brothers. Plutôt trépidant et proposant de jolis graphismes, The Lost World mélange exploration, action et conduite de véhicules. Il s'agit sans aucun doute d'un des meilleurs jeux adaptés de la licence. Une autre excellente adaptation de Jurassic Park est celle sortie sur Super Nintendo et développée par Ocean. On incarne encore une fois le Dr Grant, mais le jeu alterne cette fois-ci deux types de gameplay. En extérieur, le jeu propose une vue du dessus à la manière d'un Zelda. Le joueur devra explorer le parc pour trouver divers objets utiles et se défendre des assauts des dinosaures. Une fois entré dans un bâtiment, en revanche, le jeu bascule en vue subjective, proposant une expérience FPS qui évoque les premiers titres du genre comme Wolfenstein 3D ou Blake Stone. Le suspense est bien restitué, et pour beaucoup, ce fut le premier contact avec le first-person shooter. L'année suivante, Ocean sort un deuxième jeu Jurassic Park sur Super Nintendo, mais ne reprend pas la recette du premier épisode, préférant proposer un jeu de plateforme action rappelant les épisodes Mega Drive. L'intrigue est également originale. La corporation rivale Biosyn a pris d'assaut Isla Nublar pour s'emparer des spécimens de dinosaures, et le joueur contrôle Alan Grant ou un nouveau personnage appelé le Major Wolfskin qui tente de combattre les troupes de Biosyn. Très joli et très bien animé, et laissant le choix entre plusieurs missions dès le départ, The Chaos Continues était également très difficile. Et contrairement aux épisodes Mega Drive, on ne pouvait pas jouer un dinosaure.
Cet écueil est réparé dans le jeu The Lost World de DreamWorks, sorti en 1997 sur console 32 bits, puisque dans ce jeu on contrôle exclusivement diverses espèces de dinosaures dans des environnements en 2D et demi. Malheureusement, la maniabilité défectueuse du jeu le rend plus frustrant qu'excitant. On citera quand même la bande-son basée sur les thèmes de John Williams. Enfin, parlons de quelques titres sortis sur ordinateur. Le premier est signé Océan, qui applique au PC et à l'Amiga la même idée que la version Super Nintendo, avec l'alternance de gameplay en vue du dessus et de phases de FPS, un peu plus élaborée graphiquement que celle de la version console. Malgré cette similitude du concept, il s'agit de jeux totalement différents. Il s'agit une fois de plus d'un très bon jeu, quoique difficile, qui parvient à installer une tension palpable. Dernier jeu que nous aborderons dans ce Retro & Magic, Trespasser sort sur PC en 1998. Une fois de plus, on a affaire à un jeu à la première personne, mais il ne s'agit pas d'un FPS dans l'acceptation habituelle du terme. Trespasser est en effet un jeu de survie en territoire hostile, qui n'est pas sans évoquer la série Robinson's Requiem de Silmaril. Le joueur incarne Anne, une jeune femme qui se retrouve sur Isla Sorna suite à un crash d'avion. Anne va donc devoir survivre dans ce monde perdu peuplé de dinosaures et trouver un moyen de rentrer chez elle. Le jeu était extrêmement ambitieux, tentant d'incorporer un écosystème et un moteur physique impressionnant pour l'époque. La maniabilité était également assez surprenante. Le joueur pouvait presser une touche pour tendre le bras de l'héroïne et une autre pour agripper n'importe quel objet avec lequel sa main entre en contact. Il est ainsi possible de tirer ou pousser un grand nombre d'éléments du décor, de ramasser une planche ou une barre de fer pour s'en servir d'arme de fortune, etc. Le joueur pouvait aussi transporter jusqu'à 2 armes, sachant que lorsqu'il a une arme en main, il ne peut pas interagir avec d'autres objets. Le jeu n'avait pas de HUD. Anne énumérait les munitions restantes à haute voix. 5, 4. Petite faute de goût qui en fit glousser plus d'un, il était fréquent d'avoir une vue plongeante sur le décolleté de l'héroïne pour peu que l'on regarde vers le bas. Le tatouage sur son sein était d'ailleurs le seul indicateur de son état de santé. Signalons enfin qu'Anne était doublée par Minnie Driver et que Richard Attenborough, qui interprète John Hammond dans les films, assurait la narration du jeu. Brachiosaur, oldest of our recreations by 50 million years. Il y eut de nombreux autres jeux Jurassic Park, qu'il s'agisse des versions sur NES, Master System, Game Gear et Game Boy, des jeux de stratégie ou de gestion, des jeux d'arcade. On aura l'occasion d'y revenir lorsque sortira Jurassic Park 4 au cinéma, apparemment aux alentours de 2013. Je sais pas si vous vous rappelez, mais la semaine dernière dans 101%, je vous avais dit qu'il y avait quelque chose qui avait changé dans le 101%, dans l'habillage. Eh bien, c'est les jingles, certains l'avaient remarqué. Effectivement, les jingles, c'était écrit, il restait du violet à l'intérieur, alors que tout était en vert. Et maintenant, ça s'écrit en vert. Voilà, tout est beau. Et pour revenir au Golden Show, il faut savoir aussi que faire de la fiction, c'est beaucoup plus de travail, beaucoup plus Je long. vais y aller, la Davy, je te laisse fermer. D'accord, ok. Peut-être que 100% est peut-être un peu long, effectivement. Donc, c'est du travail de faire de la fiction. Ça prend beaucoup plus de temps que de faire J'irai voler sur mon tombe. Et donc, on était obligé d'arrêter. Et pour... je vais peut-être y aller, moi aussi, si tu... Tu mettrais l'alarme Ouais, je mettrai l'alarme. Voilà, je me sens mal quand même de rester. Enfin bon, c'est quand même beaucoup plus de travail. Et donc, des fois, il faut choisir. 僕一人たった一人